agréable plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molongia pour vous servir. Aujourd'hui, je reçois pour vous un membre du cartel, une grande dame. Je reçois pour vous Dr Mami Mujinga qui est... Elle va se présenter elle-même, comme ça la population congolaise va connaître cette grande dame. Et je dis bonjour maman Mami Mujinga. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Très bien, ça va. Comment se porte le cartel? Le cartel se porte à merveille. En tout cas, nous continuons à suivre ce que nous avons commencé. Et nous sommes contentes parce que je sais que les téléspectateurs étaient habitués à voir Marie-Josée, qui est la présidente nationale du cartel des femmes politiques actives. Et aujourd'hui, moi, je suis conseillère en charge de finances au sein du cartel. Je viens la représenter parce qu'elle assume maintenant des fonctions politique, elle ne peut plus être là, vu son cahier des charges, mais je crois que vous ne serez pas dessus, vous aurez toujours les cartels avec vous. Merci d'être dans notre plateau de Femmes aux multiples facettes. On va commencer. Madame Mami Mujinga, parlons du 27% de femmes au gouvernement. Est-ce que vous, membres du cartel étant femme, êtes-vous satisfaite de ce 27%? Je peux dire que les femmes aujourd'hui ont 27%. En fait, c'est une première. D'abord, il faut le dire, c'est une première. Depuis que le Congo est une république, ça n'a jamais existé. En tout cas, c'est la première fois qu'on ait ces quotas-là au sein du gouvernement. Nous félicitons les gouvernements actuels pour cet effort. Mais notre lutte est d'atteindre la parité, comme le prévoit notre Constitution dans son article 14. Donc nous sommes contentes, mais pas satisfaites, parce que nous voulons atteindre ce que nous désirons. Donc nous n'arrêtons pas, nous n'allons pas arrêter notre lutte jusqu'à ce qu'on atteindra ce que nous recherchons. Mais déjà, nous félicitons le président de la République parce que nous avons suivi avec beaucoup d'attention les tractations pendant que le gouvernement devait être mis sur pied. Il a renvoyé plusieurs fois la liste pour qu'il y ait des femmes. Donc c'est déjà encourageant. Donc c'est parce que les femmes ont fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on a plusieurs mouvements de femmes qui font beaucoup de bruit pour que la femme puisse être considérée et atteindre ces niveaux qu'elle est en train d'atteindre aujourd'hui. Nous sommes contentes, mais pas encore satisfaites parce que nous avons besoin de la parité. Voilà. Toujours dans le gouvernement Lokondé, quelle attente pour la population? Quelles sont les priorités que vous, femmes, vous attendez au gouvernement Sama Lokondé? En fait, ce n'est pas seulement la femme. Oui, je sais que la femme est la première touchée parce que depuis tous ces temps, on a vu la dégradation de l'économie de notre pays. Nous avons vu comment les sociales du peuple congolais s'est effondré. Nous avons vu comment les Congolais a perdu sa valeur à cause de la pauvreté, à cause de la misère dans laquelle elle est en train de courir. Je crois que le défi est très grand pour ces gouvernements. Je sais qu'il n'y a pas de miracle à faire. Ils doivent suivre, je crois, certaines procédures. Je crois que les économistes sont là pour bien nous en parler. Mais en tout cas, le peuple congolais attend qu'il y ait l'amélioration du social. Dans le social, on voit plusieurs rubriques. On a la santé, on a l'éducation, on a, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 dans les social que les Congolais attendent aujourd'hui. Et je crois que même dans les discours du Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde au Parlement, j'ai suivi ses priorités. Je crois qu'il y avait la sécurité, il y avait la santé, il y avait, en tout cas, en bref, les sociales
ce qui concerne en tout cas les besoins des premières nécessités du peuple congolais. On a besoin, parce que nous avons perdu tout, en tout cas moi je peux dire, tout ce qui est valeur humaine au Congo, on a perdu ça. Et moi, ça me fait très mal quand je vois même les Congolais qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde, comment ils se comportent, comment ils critiquent les pays. Et les Congolais préfèrent encore même aller mourir chez les voisins que rester dans son pays. Vous comprenez? Donc nous sommes les seuls peuples au monde qui fouillons notre propre pays pour aller chercher la survie ailleurs. Alors qu'on a aujourd'hui autant d'intellectuels, on a des... Moi je n'ai même pas parlé des potentialités, la richesse et tout, parce que moi depuis que je suis né, je n'ai rien palpé de cette richesse, je n'ai rien palpé de ces potentiels que Dieu nous a donné gratuitement. Donc les gouvernements ont vraiment ces défis, même si nous n'allons pas arriver à 50%, mais qu'on voit quand même, les commencements, hein, c'est ce que nous attendons de ces gouvernements. Parce qu'il y a trop de promesses, il y a trop de paroles. Et on n'a plus besoin des promesses, des paroles et tout ça. Nous avons besoin d'être surpris. Nous avons besoin d'être surpris positivement. Hein, que nous ne dise rien, mais nous nous réveillons un matin, on trouve que le salaire du fonctionnaire a quitté 100 000 francs, donc il ne représente rien du tout. Et on a haussé les salaires du fonctionnaire. On trouve un jour qu'on se réveille un matin, on commence à nous asphalter toutes les routes dans nos quartiers. Donc vous comprenez, nous avons besoin que... D'abord, que les peuples congolais sentent aujourd'hui qu'un Congolais est à la tête du pays, qu'il est venu faire quelque chose pour les pays. Parlons de l'arrestation de l'ex-ministre Willy Bakonga. Est-ce que l'IGF doit nécessairement travailler pour permettre à notre nation et de pouvoir gagner et de reconstruire, d'avoir le moyen de reconstruire notre pays? Est-ce que c'est l'installation de l'état de droit? Bon, je ne suis pas experte en la matière, mais en tant qu'une analyste politique, en tant qu'une femme qui observe ce qui se passe dans les pays, nous saluons tous ces gestes. Parce que nous sommes habitués dans notre Congo à l'impunité. Donc c'était tout ce qui était anormal était devenu normal. Voilà. Donc on peut nommer quelqu'un aujourd'hui, il entre, il vous fait 2 ans, il n'a rien fait, mais il construit des bâtiments qui pullulent comme des champignons et il n'est inquiété par personne. Voilà. Et ce qui fait que au fur et à mesure ou au fil du temps, tout le monde a pensé qu'il devait aller en politique pour s'enrichir. Donc l'enrichissement illicite, ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Congo. Voilà. Donc nous voulons vraiment que les Congolais sentent aujourd'hui qu'il y a des lois. Même la Bible ne nous laisse pas nous promener en désordre, ne nous laisse pas vivre d'une façon anarchique. Non. Un peuple, quand on est une nation, on doit respecter les lois du pays. On doit travailler. Quand on nomme un ministre, et le ministre d'ailleurs doit s'inquiéter parce qu'il a une responsabilité où il faut qu'il sente qu'il a la responsabilité des redevances. Il doit rendre service, il doit se sentir responsable et dire qu'aujourd'hui, s'il n'arrive pas à faire ce que le peuple lui demande, en tout cas, la justice doit s'en occuper. Mais, en tout cas, c'était devenu comme la jungle. C'est la loi du plus fort qui l'emporte, alors que nous sommes dans une nation, en tout cas, l'IGF qu'on a instauré, je ne sais pas si ça existait depuis longtemps, ce sont les financiers qui vont nous en parler, mais ils doivent faire leur travail correctement. J'ai suivi je ne sais pas, c'est lui qui pilote l'IGF, voilà, qui a un peu expliqué en long et en large. Lui, son travail, c'est d'aller faire l'audit. Voilà. Faire l'audit et voir ce qu'on avait mis à la disposition d'un ministre, d'un chef d'entreprise ou je ne sais pas moi quoi. Et puis, celui-là, il n'a qu'à répondre de ce qu'il a fait, de ce qu'on avait mis. Mais maintenant, par rapport au ministre honoraire Bakonga, bon,
on lui reproche un certain nombre de choses, mais jusque-là, on l'accuse que d'avoir quitté les pays d'une façon frauduleuse. Oui, mais en tout cas, jusque-là, les restes griefs ne sont pas encore établis. Alors, bon, par rapport à je crois que là, ce n'est pas l'IGF d'abord, c'est juste par rapport à ses fonctions qu'il occupait et il n'aurait pas dû quitter les pays d'une façon frauduleuse. Mais les autres, là, des réseaux sociaux, bon, on attend effectivement que l'IGF fasse son travail et qu'il établisse la culpabilité de M. Bakonga pour que nous tous, qu'on sache réellement. Et puis, si on établit la culpabilité de M. Bakonga, c'est alors qu'on va les déferler à la justice congolaise. Et la justice va faire son travail. Voilà. Je crois que l'IGF, en tout cas, moi je pense même que l'IGF doit être une structure qu'on ne doit pas maintenir ces gens-là pendant très longtemps. Donc, même dans les temps, vous voyez, ils font une année, on les change. Voilà. Pour que ces gens-là aussi ne s'habituent pas et qu'ils ne tombent pas aussi dans l'accoutumance et ils commencent aussi à faire comme des autres ou faire un travail de légèreté. Nous connaissons comment les Congolais sont. Quand on les place quelque part et ils traînent à cet endroit, ils s'habituent et ils pensent que c'est lui qui règne là à maître, on n'a plus rien à lui dire. Et le travail devient un peu un travail superficiel. Alors que nous avons que le Congo puisse aller de l'avant. On ira de l'avant que si nos régies financières, parce que nous savons qu'aujourd'hui, là, le budget du Congo, excusez-moi, j'ai passé quelques temps, vous avez présenté le médecin, mais j'ai passé quelques temps au budget, je connais comment ça se passe. Les services d'assiette, comme on les appelle, qu'ils puissent travailler et rehausser un peu le budget du Congo. Voilà. Parce que même les petits pays qui sont tout autour de nous ont un budget plus élevé que les nôtres. Et c'est pas normal par rapport à la superficie, par rapport au nombre de la population, c'est pas normal. Et aujourd'hui, nous croupissons dans la misère parce que tous ces services-là font peut-être leur travail, mais l'argent qu'ils produisent ne se retrouve pas là où ça devait se retrouver pour servir aux Congolais. Alors l'IGF, en tout cas, il a du pain sur la planche, il doit faire vraiment son travail, mais il doit aussi avoir, je crois, un service au-dessus pour aussi contrôler l'IGF. Voilà. S'il faut parler de l'état de siège, quels sont vos avis? Bon, l'état de siège, nous suivons ce qui se passe et il y en a qui... Les avis sont partagés. Voilà. Il y en a qui disent que voilà, la procédure n'est pas respectée. Il y en a qui disent que bon, le président de la République, c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui est le commandant suprême. Donc, il peut prendre de telles décisions. Alors, c'est aux juristes de nous départager. Mais je crois que la vie humaine est sacrée. Au-delà de ce que nous pouvons avoir, les avis partagés et tout, nous avons suivi durant toutes ces années, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de tristesse, ce qui se passe à l'est du pays. Et ce qui choque plus, comment on martyrise la femme à l'est et l'enfant. Donc, nous, si c'est vraiment pour sauver les peuples à l'est du pays, moi je crois que ces lois, toutes ces tracas-là, moi je crois que ça ne vaut pas la peine d'être discuté. Parce que ces gens qui discutent, ces juristes-là, ils sont bien dans leur maison tranquillement. Ils ne vivent pas ces atrocités qui se passent à l'est du pays. Et je crois que s'il y a une bagarre qui arrive dans votre maison, vous n'allez pas attendre qu'il y ait des lois où on se bat. Non, je crois que c'est pour sauver la vie humaine. Et au-delà de tout ce que nous pouvons penser, nous sommes des humains et on doit faire quelque chose pour ces coins du pays. Nous aimerions que ces coins du pays, que les gens vivent librement comme ils vivent, que les gens ne vivent pas dans la psychose comme ils les vivent aujourd'hui. Nous aimerions que les femmes qui sont de l'autre côté fassent leur travail, fassent leur champ, fassent leur commerce dans le calme, dans la paix, comme ça se passe ici à Kinshasa ou à l'ouest du pays. En tout cas, moi je crois que ces débats-là, ce sont des formalités. Je ne pense pas que les deux chambres du Parlement pourraient refuser cette mesure si c'est une mesure qui
doit sauver nos frères et sœurs de l'Est du pays. Mais il s'avère que les juristes pensent que c'est une violation des articles 144, 145 et 80. Mais la violation, oui, mais la guerre est là, elle viole tout aussi. Pourquoi quand on viole, on fait tout ça, les juristes ne se lèvent pas pour aller là-bas et dire vous violez, attendez, respectez la procédure. On laisse les gens tuer, on laisse les gens mourir de faim, et les femmes, les hommes même, parce que moi je regarde les images, c'est atroce, je n'arrive pas à regarder ces images-là. Bon, pourquoi les juristes, les gens du droit de l'homme et tout ne sont pas là pour dire ben, arrêtez avec les groupes armés, vous ne violez pas la procédure, vous violez ou vous ne violez pas la procédure. Donc, on l'a laissé, ces groupes armés, tuer pendant toutes ces années. Là, c'est normal, les droits de l'homme laissent faire. Et maintenant, quand il y a une mesure, et c'est là les droits de l'homme et les juristes qui viennent. Moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir quelque chose à son contraire. Alors, où on veut sauver nos frères, ou on ne veut pas. Alors, moi, je trouve que les juristes doivent arrêter avec ces polémiques qui ne nous amènent nulle part. Parce que quand la guerre a commencé, c'est alors qu'ils devaient s'élever pour dire, voilà, les groupes rebelles, vous ne respectez pas la procédure. Mais on a tué les droits de l'homme. Et là, ils observent, ils ne disent rien. Et c'est quand on prend une mesure pour mettre un état de siège et tout ça, pour contrôler tout, alors les juristes s'élèvent. Moi, je trouve que ça, c'est pas une bonne démarche du tout. Ils peuvent aller voir en coulisses les présidents de la République ou les présidents des deux chambres du Parlement pour arranger les choses. Je ne sais pas en quoi ça va nous avancer, mais qu'ils aillent arranger en coulisses. Mais en attendant, c'est la vie de nos compatriotes à l'est du pays qui doit être sauvé. Moi, je crois que c'est une urgence. Nous, en médecine, quand il y a une urgence, il n'y a pas de procédure à respecter. Il y a une urgence, résolvons d'abord l'urgence et puis le reste va venir après. Étant femme politique, comment protéger toutes ces femmes-là qui sont victimes à l'est du pays? Bon, le seul moyen de protéger ces gens-là, c'est arrêter avec ce qui se passe à l'est. C'est arrêter avec la guerre. C'est arrêter avec tous ces groupes armés qui sont là, au fait, en train de piller les richesses du pays et créer la panique dans la population pour que la population ne puisse pas, je crois, vaquer à leurs occupations tranquillement. Et nous, quand on parle d'occupation, et souvent ce sont des groupes qui ne sont même pas de notre pays, qui viennent d'ailleurs. Alors, il faut à tout prix, parce qu'il n'y a pas de remède autre que terminer la guerre qui est à l'est du pays. En tout cas, il faudrait, à n'importe quel prix, que cette guerre, en tout cas, je ne sais pas, mais il faut en tout cas arrêter la guerre. Parce que aussi, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On ne peut pas déplacer toute la population de l'Est et l'amener, je crois, à l'Est du pays. Je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui est né dans son village, qui a grandi dans son village, qui est habitué à son environnement, je ne pense pas qu'il va accepter aussi facilement qu'on fasse quitter cette femme-là là-bas, qui a ses enfants, qui a ses frères, qui a ses racines là-bas, pour les déplacer et aller ailleurs. Donc, en plus que nous sommes tous au Congo. Mais moi, je crois que le meilleur remède, c'est arrêter ou terminer avec ces groupes armés. S'il faut parler de RAM, est-ce que RAM, malgré que le président de la République a arrêté cette taxe, est-ce que le RAM allait-il servir à la population congolaise? Moi, j'ai appelé un opérateur de Vodacom pour m'expliquer réellement ce que c'était cette histoire des rames. D'abord, on ne comprenait pas. On se réveille un matin, on voit que nos téléphones, soit on n'arrive plus à faire nos opérations qu'on faisait tranquillement avec nos téléphones. On nous parle de RAM, qu'il faut payer $7. Mais madame, moi, j'ai posé une question. Déjà, dans les crédits qu'on achète, on paye la taxe. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec cette taxe? Parce que je me rappelle, j'ai parlé quand on avait instauré la TVA à l'époque. Je me rappelle, j'ai parlé avec un économiste, je lui ai posé la question, à quoi ça servait cette taxe? Et il m'a parlé, non, c'est une taxe de salvatrice, vous allez voir l'économie. Mais on n'a jamais rien vu. Ça fait, en tout cas, je crois que ça fait un peu
10 ans, plus de 10 ans qu'on a instauré la TVA. Et on paye la TVA partout, même dans les crédits, mais on n'a jamais vu l'évolution. Mais en quoi encore, pourquoi encore ajouter une autre taxe pendant que les taxes qui sont là ne servent à rien? Les peuples congolais déjà souffrent. On n'a pas un salaire convenable, mais on nous ajoute taxe sur taxe. Madame, je vais vous parler des rables, mais moi je vais vous emmener dans les taxes. Parce que nous, les fonctionnaires, quand ce gouvernement a commencé, nous nous sommes réveillés un matin et on a vu que, on nous instaure l'IPR. Sur les salaires trop minimes, et on n'a même pas respecté, selon que la loi de la fonction publique a établi les pourcentages, mais on n'a jamais respecté ça. Vous vous retrouvez que vous êtes dans une fourchette où on doit vous retrancher 3 ou 4%, mais on vous retranche, je crois, on retranche, je crois, dans les 18 ou 20% de votre salaire. C'est normal, partout dans le monde entier, tout le monde paye les taxes. Mais vous payez les taxes avec quel salaire? Et pourquoi ajouter des taxes partout qui ne servent à rien? Commencez par d'abord nous justifier ce que vous faites avec les autres taxes, parce que nous sommes tous des Congolais, nous savons que tout Congolais est commerçant. Et quand vous ouvrez une petite boutique, vous allez voir les différents services, économie, trop de taxes. Pourquoi ajouter encore les taxes sur une taxe qui existe déjà? Pourquoi ne pas utiliser la TVA qu'on paye déjà? Parce que nous avons appris, avant les élections, qu'on avait ajouté, je ne sais pas si la population connaît cette réalité, les unités, les unités qu'on payait à je ne sais pas, 0,96 $. Du coup, on avait augmenté. Et on a augmenté, on nous a jamais dit ce qu'on a fait avec cet argent-là. On nous a parlé, non, on devait effort des élections et tout. Mais après les élections, cette taxe est restée. On ne nous a jamais dit ce qu'on fait avec cet argent. Et du coup, on se réveille un matin, on doit payer 1,4 $ chaque mois. Moi, j'ai des enfants, que je paye des crédits. Et je me suis retrouvé que mes 4 enfants, les téléphones ne passaient pas. Et je devais commencer à payer pour mes 4 enfants les 1,4 à part payer les crédits. On me paye combien? Donc, à un certain moment, que nos dirigeants, ces mecs-là, qu'ils réfléchissent d'abord avant d'agir. Qu'ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs, avant d'agir, qu'ils se mettent à réfléchir. Ils sont là, les ministres, dans leur fauteuil de gloire, on les paye des gros salaires, mais c'est des petits peuples qui n'ont rien, qui doivent continuer à payer des taxes, mais eux, ils ont peut-être des quotas, ces crédits, que ces entreprises de télécommunications leur donnent gratuitement et ne sentent rien. Mais la population, mais ils doivent se poser la question, ils travaillent pour qui? Et toutes ces taxes que les gens payent déjà, ils les payent pour qui? Ça fait quoi? Ça résout quel problème? On n'a pas de route dans ce pays. Les quelques artères principales qu'on a ne suffisent pas. Vous voyez comment il y a l'embouteillage ici à Kinshasa. Voilà. Quitter un peu Kinshasa et aller juste au Bakongo, on n'a qu'une seule route. Alors quand on entre au Congo central, on n'a qu'une seule route. Et ailleurs, il n'y a rien comme route. On nous parle des routes de descente agricole dans les provinces et tout. Mais est-ce que c'est déjà fait? Rien du tout. Rien du tout, mais on ajoute encore des taxes. Alors que les ministres, je crois, je ne sais pas quel ministre qui a instauré ça, qu'ils revoient un peu leur façon, ça c'est opprimer les peuples. Ça c'est vraiment opprimer les peuples et chercher à ce qu'un jour les peuples qui se sentent déjà meurtris par la misère, qui se soulèvent encore pour réclamer. J'ai appris trop de taxes, tu la taxes. Alors il faut arrêter avec ça. Parlons du cartel. Combien de femmes sont dans le gouvernement? Combien de femmes du cartel sont dans le gouvernement? Cette fois-ci, combien de femmes comme ministre? Oui, non, comme ministre ou qui ont un poste. Cette fois-ci, on n'a pas de femmes du cartel au gouvernement, mais comme ce sont des femmes politiques, les femmes de leur parti politique sont au gouvernement et elles se retrouvent
dans les différents cabinets. Et bon, elles ne sont pas nombreuses, mais on a quand même quelques femmes. Mais depuis que les cartels existent, nous avons eu déjà à avoir, je crois, 4 ou 5 femmes qui occupaient des postes ministériels. Mais cette fois-ci, non, on n'a pas une femme qui a ce poste de ministre. Et comment le cartel de femmes vont faire pour appuyer ces femmes-là qui occupent le poste des affaires d'État? Bon, nous sommes ouvertes. Nous sommes ouverts, le cartel est ouvert s'ils ont besoin de nos services. Je crois que la plupart des femmes qui sont ministres connaissent les cartels et s'ils ont besoin de nos services, ils connaissent notre spécialité. Et nous, on est là, on ne refuse jamais une invitation. Pour preuve, le mois de mars, on a circulé dans plusieurs partis politiques parce que la spécialité du cartel, ce sont des formations pour apporter. Nous, on ne regarde pas que c'est la majorité, c'est l'opposition, c'est la société civile. Partout où on invite les cartels vont pour défendre les intérêts de la femme en essayant de renforcer les capacités de la femme. Donc, toutes les femmes, non seulement les femmes, mais même les hommes qui ont besoin de services du cartel, nous sommes disponibles, on est là. Étant femme du cartel, parlons un peu de la gestion de la jeune fille dans la vie actuelle. Comment y remédier? Bon, je ne sais pas quand vous parlez de gestion de la jeune fille, par rapport à quoi? Éducation ou éducation ton mère? Bon, nous, en tant que femmes, en tant qu'intellectuelle, en tant que mère, en tant que tout ce que la femme peut avoir comme qualité, nous nous battons pour que la jeune fille ne puisse, surtout la jeune fille en Afrique, la jeune fille au Congo, ne puisse plus avoir des préjugés ou des complexes par rapport à tel ou tel, je crois, parce que la femme en Afrique avait tellement de pesanteurs culturelles, tellement de préjugés, tellement on se bat pour que la jeune fille se sente libre de s'exprimer, se sente libre d'emprunter les chemins qu'il lui faut pour qu'elle se sente un jour indépendante, autonome. Je crois que les hommes qui me regardent vont dire, bon, elle veut rébeller les jeunes filles. Non, nous avons vu ce que la femme a enduré quand elle est mariée, que le monsieur n'a plus du travail, ou quand elle est divorcée, ou quand l'homme meurt, quand la femme ne fait rien, c'est un problème. Alors on ne se réveille pas du jour au lendemain et on commence on devient spécialiste en commerce ou on devient spécialiste. Non, c'est comme ça que vous avez vu que la jeune fille qui n'a pas pu avoir cette bonne éducation s'est retrouvée dans la rue, où elle était mariée, mais elle perd son mari, mère de plusieurs enfants, elle se retrouve dans la rue également. Alors nous sommes en train de travailler sur la jeune fille pour que la jeune fille ait déjà cette capacité de se prendre en charge, d'être vraiment une aide semblable comme la Bible le dit, et non pas être une charge pour la société. Parce que quand une fille ne fait rien, aujourd'hui, même quand vous avez un mari qui a beaucoup d'argent, mais quand vous ne faites rien, c'est toujours difficile parce que nous connaissons un peu comment la famille africaine fonctionne. Alors il faut que la jeune fille arrête de penser qu'elle doit fuir sa famille et aller dans les mariages pour y trouver le bonheur. Alors quand on ne fait rien, on peut trouver l'enfer dans les mariages aussi. Alors il faut que la jeune fille soit consciente que c'est une vie, elle doit se battre pour être bien. Et non seulement dans la jeune fille, il faut travailler aussi dans les jeunes garçons. Et les jeunes garçons comprennent qu'on n'est qu'à deux sur terre. Donc il faut aider la jeune fille, parce que si j'aide la jeune fille, un jour, parce que nos parents à l'époque, il y avait vraiment une discrimination nette, il y avait une ligne de démarcation entre un garçon et une fille. Vous voyez, la manière dont on éduquait les garçons, c'était très différent de la manière dont on éduquait la jeune fille. Même dans nos livres à l'époque,
dans les livres de l'école primaire, vous allez trouver des tests où on disait Toto va à l'école et on parle de Emeka qui va au champ avec maman. Vous comprenez un peu, donc il y avait vraiment une ligne de démarcation. Mais je crois que tout cela a évolué. Tout cela a évolué et je crois qu'on continue. On continue. On a plus travaillé à Kinshasa. Maintenant, nous faisons un effort. Même les cartels ont fait un effort pour aller à l'intérieur du pays, dans les villages, dans les milieux ruraux où vraiment ces stigmates existent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu une autre façon de contribuer dans la jeune fille. Madame Mamie Mujinga, votre mot de la fin. Ah, nous sommes déjà à la fin. Bon, je vous dis merci. Je dis merci à l'équipe de CCTV de m'avoir accordé cet honneur de venir parler aujourd'hui au peuple congolais. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours disponibles pour vous. Et nous félicitons. Je crois que je ne suis pas encore passée à la télé pour féliciter toutes les femmes, les 27% des femmes qui sont aujourd'hui au gouvernement. En tout cas, moi, j'ai des sincères félicitations à toutes les femmes, à toutes ces grandes dames qui sont aujourd'hui au gouvernement. Mais sachez que les yeux sont grandement ouverts et rivés vers vous, parce que nous attendons beaucoup de vous. Voilà. Nous attendons beaucoup de ces gouvernements, parce que tout le monde disait non, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a encore rien. Et aujourd'hui que le gouvernement est là, nous attendons voir des surprises. Ah, nous ne voulons plus qu'une femme passe à la télé ou un homme pour dire voilà, on promet ça, on va faire ça. Non, nous voulons des surprises et des surprises agréables. Merci Madame Mamie Mujinga. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons reçu pour vous Madame Mamie Mujinga, qui est conseillère en charge de finances au sein du cartel politique Leader Active. Et c'est avec elle qu'on avait échangé, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission Femmes aux multiples facettes. À très bientôt.